Si la culture influençait tant que ça sur les choix de carrière des femmes, dans une société égalitariste, on devrait retrouver autant d'hommes que de femmes dans les corps de métier. Pourtant, une étude montre que la disparité homme-femme s'accroît bien plus dans les pays égalitaristes que inégalitaristes. Il n'y a rien de mal à ce que les femmes soient attirées par certains domaines en particulier qui intéressent moins les hommes et inversement. Prétendre le contraire ou essayer d'expliquer ses choix par la construction sociale est un mensonge, comme l'a prouvé l'exemple de la Norvège et de ses 90% d'infirmières femmes et 90% d'ingénieurs hommes, malgré une politique très féministe. En France, les femmes représentent 95% des aides à domicile et aides ménagères, on compte 90% de femmes parmi les aides-soignantes et 66% des enseignants sont en fait des enseignantes. Alors qu'en contrepartie, il y a seulement 18% de femmes parmi les ingénieurs de l'informatique, 26% des ingénieurs et cadres techniques de l'industrie et 15% des militaires, policières et pompières. Si vous avez déjà discuté féminisme avec quelqu'un ou plus simplement abordé la répartition des genres dans les métiers ou dans certains domaines d'études, il y a fort à parier que vous ayez déjà entendu parler du paradoxe de l'égalité des genres, aussi connu sous le nom de paradoxe norvégien, sans forcément le nommer, mais au moins en reprenant ses idées. En tout cas, les stars de l'antiféminisme sur YouTube en font leur affaire et aujourd'hui, je reviens pour en discuter plus profondément. A noter que je n'aborderai pas dans cette vidéo les questions de discrimination positive ou de quotas, pour des raisons de concision, mais ne vous en faites pas, ça viendra sans doute un jour. Et avant de cracher votre potentiel venin en commentaire, si venin il y a, je vous prierai de regarder la vidéo jusqu'à la fin, déjà pour entendre tout mon argumentaire et aussi parce que c'est bon pour le visionnage. Sur ce, je vous souhaite une bonne vidéo. Bon, déjà, le paradoxe de l'égalité des sexes. Qu'est-ce que c'est? Comme vous avez pu facilement le deviner suite aux extraits de début de la vidéo, en quelques mots, cela se résume à l'idée selon laquelle dans les pays les plus égalitaires, c'est-à-dire ceux où les inégalités de genre ont été le plus limitées, notamment en termes de représentation politique ou d'accès à des postes de responsabilité, il n'y a pas de répartition paritaire entre les hommes et les femmes sur les différents corps de métier. Ainsi, aux États-Unis, où la société encourage les jeunes filles à être ambitieuses, seuls 34% des diplômés en sciences, technologies, ingénierie et mathématiques, que j'appellerai STEM ensuite à l'université, sont des femmes. A l'inverse, en Algérie, un pays plus inégalitaire où seulement 15% des femmes travaillent, celle-ci représente 58% des diplômés en STEM. Ce paradoxe s'est fait connaître en 2018 par un article de Gisbert Stoet et David Jerry publié dans la revue Psychological Science sous le nom de The Gender Equality Paradox in Science, Technology, Engineering and Mathematics Education. Dans cette étude, les auteurs partent du constat qu'aujourd'hui encore, les femmes sont mondialement sous-représentées dans les domaines du STEM, même si une bonne représentation existe dans les sciences sociales et de la vie. Ils vont s'interroger sur cet écart persistant et constatent que les pays où l'égalité est la plus forte selon l'indice du Forum économique mondial présentent les écarts les plus importants en termes de STEM dans l'enseignement. Par exemple, la Finlande excelle en matière d'égalité des genres. Les étudiantes obtiennent de meilleurs résultats que les garçons en matière de culture scientifique et le pays se classe au 2e rang des performances éducatives européennes. Pourtant, paradoxalement, ce pays présente l'un des plus grands écarts au monde en matière de sexe parmi les diplômés STEM puisque seulement 27% des diplômés STEM sont des femmes. Les deux auteurs cherchent donc à montrer que ce schéma, qu'ils appellent paradoxe de l'égalité des genres, s'étend au monde entier. Selon eux, ce paradoxe s'explique principalement par deux facteurs. Le premier étant que lorsque les élèves ont la possibilité de choisir leur cursus, on leur recommande généralement de faire leur choix en fonction de leurs points forts et de leur passion. En analysant les notes de plus de 470 000 adolescents dans 67 pays en sciences, mathématiques et lecture, ils ont découvert que les filles étaient aussi douées ou meilleures que les garçons en sciences dans 2 pays sur 3. Indépendamment des niveaux absolus de performance, les sciences et les mathématiques sont en général les points forts des garçons, là où les filles sont susceptibles d'être meilleures en compréhension de l'écrit. Ainsi, même lorsque les résultats absolus en sciences des filles sont meilleurs que les garçons, comme en Finlande, elles sont souvent encore meilleures en lecture. Contrairement à de nombreux garçons très performants, de nombreuses filles très performantes peuvent ne pas poursuivre de carrière scientifique, même si elles sont capables d'y réussir, parce qu'elles sont susceptibles d'être les premières de la classe dans les matières non scientifiques également. Le second facteur que les auteurs présentent et qui pourrait selon eux expliquer ce paradoxe est l'idée selon laquelle les femmes de pays plus inégalitaires bénéficient de moins d'aide sociale et privilégieraient donc des carrières plus stables et mieux rémunérées comme les STEM. Ainsi, dans des sociétés qui tendent à neutraliser les discriminations et donc à atténuer les diverses pressions économiques comme la Finlande ou la Norvège, les individus laisseraient plus de place à leurs envies pour guider leurs choix.
Et dans les contextes présentant des risques économiques plus élevés, comme en Algérie ou en Albanie, les professions STEM sont plus attrayantes comme un investissement dans un avenir plus sûr. Stott et Geert voient donc dans le paradoxe une preuve de l'existence de différences fondamentales, comprendre innées entre les filles et les garçons, puisque dans les pays les plus égalitaires, les filles auraient plus de possibilités d'exprimer leurs vraies envies. Il conclut quand même en expliquant qu'ils ne prétendent pas que les différences entre les sexes en termes de force académique ou sur des questions plus larges liées à l'économie sont les seuls facteurs qui influencent les différences entre les sexes en STEM. Mais c'est devenu l'arme préférée des gens qui voient dans cette étude la démonstration que la thèse que les féministes défendent, quelle qu'elle soit, est fausse puisque n'expliquant pas cet écart persistant. Mais imaginez une seule seconde que cette seule étude, soit finalement pleine de défauts, un peu biaisée au départ et surtout mal interprétée par un grand nombre de personnes. On va fouiller un peu tout ça. Bon, déjà, est-ce qu'il faut réexpliquer pour la énième fois que corrélation n'est pas causalité? Je peux vous donner plein d'exemples, mais on en est encore là? De manière générale, notons simplement à quel point il est difficile de réaliser de bonnes recherches interculturelles. Lorsque l'on fait des régressions de données transnationales, il faut être prudent, les pays y diffèrent de bien des manières sur des sujets importants. Matthew Darling, qui travaille au Niskanen Center comme spécialiste des questions de l'emploi, a ainsi proposé de faire des régressions plus petites. Par exemple, la MOM régression, pourcentage de femmes en STEM par rapport à l'indice de l'égalité des genres, mais en limitant l'échantillon aux pays assez similaires en termes de langue, d'institutions ou de géographie commune. Il propose ainsi une version où l'Amérique du Sud, le Moyen-Orient, l'Asie de l'Est, les pays anglophones et l'espace Schengen sont évalués séparément. La régression est systématiquement plus plate que celle de l'échantillon dans son ensemble. Cela suggère que la relation que nous avons observée initialement pourrait être déterminée par des éléments que ces pays ont en commun, et non pas par une relation causale entre les variables elles-mêmes. C'est ce que les économistes appellent un biais de variables omises. Il y a beaucoup de variables omises potentielles qui pourraient être intéressantes. Par exemple, l'indice d'égalité des genres et le ratio STEM sont tous deux liés au PIB par habitant. On pourrait donc en déduire que le fait est que dans les pays les plus égalitaires, qui sont souvent les plus développés, les femmes paient un coût fixe pour être sur le marché du travail. Elles sont donc moins susceptibles de suivre des formations STEM coûteuses à l'université, mais le deviennent de plus en plus à mesure que les bénéfices augmentent. Comme dans les pays développés, la différence coût-recette de travailler en STEM est plus faible, les femmes choisissent d'autres secteurs. En gros, il serait pas question de vraie prédisposition, mais simplement de choix stratégiques. Évidemment, tout ce que je viens de dire, ce n'est pas une vraie étude, mais ça nous montre déjà que la première a des limites. Mais bref, revenons-en à notre étude. Curieux des résultats de Stott et Jerry, le Gender Scilab, un groupe interdisciplinaire de scientifiques et spécialistes en études de genre à Harvard, ont essayé de retrouver ces résultats. Mais leurs résultats ne correspondaient pas. En Pologne, par exemple, on compte environ 43% de diplômés femmes en STEM, ce qui les placerait à la 5e place des pays proposés dans l'étude. Cependant, dans l'étude de Stott et Jerry, on parle de 26,9%, ce qui les place à la 20e place. Bizarre. Les chercheurs ont ainsi découvert que Stott et Jerry ne s'intéressaient pas du tout à la part des femmes diplômées dans les STEM comme ils l'avaient affirmé. Suite à cela, les éditeurs du journal dans lequel l'article a été publié ont enquêté et Stott et Jerry ont révélé avoir utilisé leurs propres mesures de représentation des femmes dans les STEM et après un examen interne, Psychological Science a exigé des corrections importantes à l'étude publiée. Dans l'article révisé, les deux auteurs maintiennent qu'il existe un paradoxe de genre dans les STEM, mais précisent qu'il est lié à leurs propres mesures qu'ils appellent la propension des hommes et des femmes à obtenir un diplôme supérieur dans les STEM. Dans l'article Is there a Gender Equality Paradox in Science, Technology, Engineering and Math, les chercheurs montrent que la corrélation négative trouvée ne persiste pas forcément lorsque la mesure de l'égalité change. Pour l'échantillon de pays examinés, c'est le Global Gender Gap Index du Forum économique mondial, ou GGGI, qui est utilisé comme mesure de l'égalité des genres en sciences sociales. Cependant, cet indicateur n'a pas été conçu à cette fin. Par exemple, le Rwanda est classé 7e du GGGI 2021 en raison de la forte présence des femmes en politique, ce qui est très bien, mais ils sont quand même classés 115e sur 156 en éducation. Et on peut aller plus loin. En faisant mes recherches, je suis tombée sur un super thread sur Twitter qui montre simplement comment, en partant avec des biais idéologiques sur une présupposée existante égalité, on pouvait tomber sur des résultats complètement fous. La personne qui a écrit ce thread nous propose un exemple simple pour comprendre le problème des corrélations de ce genre. Elle part de deux pays, A et B, qui proposent tous les deux de travailler simplement dans deux secteurs, STEM et le droit. Les deux secteurs payent la même chose aux hommes, 3. Par contre, STEM ne paye que 2 aux femmes, même si le droit paye bien 3. Donc il y a déjà une inégalité salariale globale pour STEM. Ça, c'est fait. Ensuite, dans le PIA, il y a une petite discrimination à l'emploi en STEM, et donc il n'y a que 20% des femmes qui vont en STEM, tout le reste en droit.
Dans le pays B, c'est un peu mieux, la discrimination elle est plutôt limitée, donc il y a 40% des femmes qui vont en STEM. Et là on va faire des petits calculs très simples, et on va se rendre compte que A, il semble plus égalitaire, puisque les inégalités salariales y sont plus basses, et oh, magie, on retrouve le paradoxe, puisque il y a aussi moins de femmes en STEM. Donc à première vue c'est vrai, on pourrait se dire que A est un pays plus égalitaire que B en termes d'inégalité salariale, qui est souvent un des principaux enjeux des indices d'égalité. Alors que A est plus discriminant à l'emploi en STEM que B. Donc un peu tout l'intérêt de la question. Donc en fait, qu'est-ce que ça veut dire? Tout simplement qu'encore une fois, on peut pas se contenter d'un simple indice qui prend pas en compte tous les enjeux derrière, et qu'il faut faire attention quand on fait ce genre de calcul, ces genres de corrélations, parce que ça cache souvent beaucoup de choses et on peut faire dire aux chiffres tout et son inverse. Pour rester dans le domaine de vraies études réalisées par des chercheurs, Thomas Breda, Elié Jouini, Clotilde Knapp et Georgia Thébault, des chercheurs et chercheuses affiliés à la chaire Femmes et Sciences, vont apporter un nouvel éclairage au débat jusqu'ici un peu oublié. En effet, dans l'article Gender Stereotypes Can Explain the Gender Equality Paradox, ces chercheurs montrent que les stéréotypes associant les mathématiques aux hommes sont plus importants dans les pays plus égalitaires et développés, et pourraient donc expliquer ce paradoxe. La question qu'on peut légitimement se poser à ce stade, c'est comment on mesure les stéréotypes? Est-ce que c'est possible? Et si le constat s'avère vrai, pourquoi il y a plus de stéréotypes sur les maths dans les pays plus égalitaires? Pour mesurer les stéréotypes, les auteurs utilisent des données de 300 000 élèves de 15 ans dans 64 pays et en particulier s'intéressent aux écarts de réponse entre filles et garçons à 2 questions de PISA 2012. Bien réussir en mathématiques dépend entièrement de moi et mes parents pensent que les mathématiques sont importantes pour ma carrière. Ces questions ne mentionnent explicitement pas le genre et sont donc a priori pas biaisées par des préoccupations de conformisme social. D'autre part, la mesure est obtenue en considérant les différences systématiques aux réponses aux 2 questions entre filles et garçons ayant le même niveau en maths, ce qui garantit que les différences ne s'expliquent pas par une différence de niveau qui pourrait évidemment influencer l'attitude des élèves à l'égard des mathématiques. Ils découvrent alors que le stéréotype associant les mathématiques aux hommes est plus élevé dans les pays égalitaires ou développés. Pour tenter d'expliquer l'émergence de ces stéréotypes, les chercheurs proposent de distinguer les sociétés où domine la primauté masculine, selon laquelle l'homme serait supérieur à la femme de manière générale, et les sociétés où dominent des formes d'essentialisme de genre, dans laquelle on se représente les femmes et les hommes comme fondamentalement différents, sans forcément présupposer de hiérarchie entre les deux. Une raison principale qui pourrait expliquer pourquoi certaines normes essentialistes sont plus prononcées dans des pays plus riches et plus égalitaires, et que ces pays ont souvent également développé des valeurs progressistes, émancipatrices et individualistes qui donnent beaucoup d'importance à la réalisation et à l'expression de soi. Pour s'exprimer, les individus de ces pays doivent donner un sens à ce qu'ils sont. Et pour ce faire, ils se rabattent sur des identités primaires de groupe, et notamment de genre, et se reposent sur un cadre culturel ancien, profondément ancrés pour développer leur identité propre et prendre leurs décisions. Au lieu de limiter le mécanisme, le fait que l'égalité des sexes soit plus étendue en termes de droits dans des pays plus individualistes peut en fait le renforcer, puisque de fait ce sont des pays dans lesquels les différences sont limitées, notamment en termes de participation politique par exemple. Ça peut exacerber le besoin de différenciation sur d'autres domaines dans lesquels les individus souhaitent exprimer leur identité sexuée. Bien sûr, cela ne constitue pas une preuve et il n'existe d'ailleurs pas de méthode parfaitement valide pour capturer les stéréotypes qui restent un concept fondamentalement difficile à évaluer de manière empirique. N'en demeure pas moins vrai que c'est dans les pays égalitaires ou développés que par rapport aux garçons, les filles accordent moins d'importance et considèrent être moins capables de réussir dans cette discipline, quand bien même elles ont le même niveau et le même intérêt déclaré qu'eux. Enfin, attention à ne pas faire dire aux chiffres n'importe quoi. La tendance selon laquelle dans les pays les plus égalitaires il y aurait moins de femmes qui travaillent en STEM dépend de notre point de comparaison. Par exemple, au Danemark, en Suède ou en Islande, les femmes travaillant en STEM sont plus nombreuses que dans la moyenne de l'OCDE. Alors certes, cela reste inférieur à la moyenne en Algérie, mais peut-être que c'est aussi parce que les contextes sont différents. Finalement, ce que je viens de montrer avec la partie précédente, c'est qu'on n'a aucune idée de la pertinence de la première et seule étude, qui est pourtant toujours utilisée comme argument pour montrer à quel point les féministes sont trop bêtes, quoi. Avant de finaliser cette vidéo, j'aimerais dire que c'est évidemment possible que des différences innées de préférence entre filles et garçons existent.
Juste, je n'en sais rien et vous non plus probablement. De la même manière, je ne prétends pas qu'il faille forcément imposer des quotas ou atteindre 50-50 dans l'ensemble des filières. Ce n'est pas le sujet et peut-être que ce sera le sujet d'une autre vidéo un jour. De plus, je trouve l'étude initiale intéressante malgré ses très nombreux défauts. C'est toujours bon d'explorer les paradoxes et les possibles contradictions auxquelles on peut faire face. C'est toujours bon de remettre en question l'objectif que l'on se fixe. C'est toujours bon de s'interroger, de poser des questions, de réfléchir. Par contre, le problème, c'est que les gens brandissent cette étude comme preuve de ce en quoi ils croient déjà, sans jamais s'interroger sur les tenants et les aboutissants qui en découlent. De mon côté, il y a une chose dont je suis certaine, même sans parler de parité, il y a aujourd'hui un problème persistant dans les pays développés et soi-disant égalitaires dans les secteurs STEM. Même la première étude l'a prouvé. En effet, une de leurs analyses a montré que dans presque tous les pays, les filles sont plus nombreuses à pouvoir suivre des études universitaires en STEM qu'à s'y inscrire. Tant que les femmes et les gens de manière générale ne pourront pas faire ce qu'ils veulent sans faire face à 1001 stéréotypes, on ne pourra pas dire que l'écart actuel est justifié uniquement par des volontés innées et biologiques. Et cette sous-représentation est une source de préoccupation pour deux raisons principales. Elle contribue substantiellement à l'inégalité entre les genres, notamment en termes d'indépendance financière, et elle représente une perte de talent potentiel qui pourrait notamment aider à répondre à la demande croissante de compétences et aux besoins clés de femmes qui pourraient être invisibilisés comme cela a été souvent le cas si elles ne sont pas au cœur de la recherche. Bref, ici, il ne s'agit en aucun cas de nier les différences de goût ou non qu'il pourrait exister entre les individus, ou même, comme on pourrait l'entendre chez certains, de vouloir imposer à quiconque des domaines d'études précis. Il s'agit simplement de remettre au centre le réel sujet, ne plus se contenter de la simple et théorique égalité en droit, mais plutôt viser l'égalité en opportunité. Je pense que j'ai dit tout ce que j'avais à dire sur le sujet. N'hésitez pas, si vous êtes encore là, à me laisser un commentaire pour me donner vos avis, vos opinions, etc. Et surtout, un grand merci!